Bonjour à tous. Ce matin, je vais vous faire en deux temps. Tout d'abord, une présentation comparée entre réparation, médiation et justice restaurative. Et ensuite, je vais vous présenter les travaux qui ont été conduits autour de la justice restaurative depuis 2017. Alors, je vais faire des petits signes pour changer les... Voilà. Donc, sur le tableau comparatif, on peut passer directement au slide suivant. Donc, sur réparation et médiation, donc, elles sont prononcées dans le cadre de la procédure pénale, prévue dans le Code de justice pénale des mineurs, et elles peuvent intervenir au stade des alternatives aux poursuites ou dans le cadre du module de réparation de la mesure judicative judiciaire, que ce soit avant ou après le jugement sur la sanction. La justice restaurative, c'est un processus extrajudiciaire, on l'a vu, qui est autonome, gratuit. Gratuit, ça veut dire qu'il n'a pas d'incidence sur la décision que prendra le juge dans le cadre de les poursuites. Elle est aussi prévue par le CJPM à l'article 13-4, qui reprend donc l'article 10-1 du Code de procédure pénale, donc je cite: il peut être proposé à la victime ou à l'auteur de l'infraction de recourir à la justice restaurative à l'occasion de toute procédure concernant un mineur et à tous les stades de celle-ci, sous réserve que les faits aient été reconnus. Donc, sur le contenu, donc, la réparation directe, c'est une démarche éducative qui consiste en la mise en œuvre d'une activité à visée réparatrice et reconstructive, tant pour l'auteur que pour la société, ainsi que pour la victime. Elle va donc s'appuyer sur la prise en considération de l'acte commis et de ses conséquences pour la victime, et elle vise la réparation du dommage, ainsi que l'apaisement et la restauration du lien social. La médiation, quant à elle, elle a pour objectif spécifique l'apaisement des relations entre le jeune et la victime, par l'ouverture ou la restauration d'un dialogue, et elle ne vise pas la réparation matérielle du dommage subi, qui, lui, va avoir lieu soit dans le cadre des dommages et intérêts, soit par le biais d'une réparation directe. La justice restaurative, donc là je vous cite la circulaire du 15 mars 2017, elle est conçue pour appréhender l'ensemble des répercussions personnelles, familiales, sociales, qui sont liées à la commission des faits. Elle participe par l'écoute et l'instauration d'un dialogue entre les participants à la reconstruction de la victime, à la responsabilisation de l'auteur et à l'apaisement, avec un objectif plus large de rétablissement de la paix sociale. Donc, elle regroupe une grande diversité de pratiques. On peut identifier trois grands types de mesures, donc les rencontres directes auteur-victime, donc un auteur, une victime d'une même infraction, des rencontres directes auteur-victime, généralement des rencontres groupales, d'infractions différentes mais similaires, et puis il existe aussi des groupes de soutien, des cercles de soutien, donc qui vont être soit des groupes de parole entre auteurs, soit des cercles de soutien, généralement regroupant des bénévoles et des professionnels, autour d'un auteur pour accompagner la démarche de réinsertion et éviter la récidive. Alors, sur les faits. Donc, la réparation, elle peut directe, elle peut être particulièrement adaptée dans le cadre d'infractions qui impliquent des dommages matériels ou physiques, et lorsque le jeune et la victime sont susceptibles de se revoir, comme par exemple dans les infractions qui vont être commises dans le voisinage. La médiation, donc, vous voyez dans le slide, tout type d'infraction sauf violence conjugale et situation avec risque d'emprise. Elle est particulièrement adaptée lorsque le jeune et la victime de l'infraction sont appelés à se revoir, comme les infractions commises au sein de la famille, dans un établissement scolaire, dans le voisinage ou encore à l'encontre de la police. La justice restaurative, c'est également tout type d'infraction, même grave, donc pour des infractions qui sont passées, qui sont actuelles, ou même des infractions qui n'ont pas fait, par exemple, l'objet de poursuites pénales. Elle va être pertinente, donc, comme je vous le disais, y compris pour des faits graves. Concernant les violences conjugales, intrafamiliales ou sexuelles, les animateurs de la mesure doivent néanmoins se montrer vigilants quand elle a été commise par une connaissance ou un proche de la victime, compte tenu du risque d'emprise de l'auteur sur la victime. Et dans ces cas, il est très important à la fois de vérifier s'il y a des interdictions de rencontres qui ont été ordonnées, mais aussi de vérifier les raisons qui, chez chacun des participants, va sous-tendre la demande de rencontre. Sur le rôle de la juridiction, donc dans réparation, qu'elle soit directe ou indirecte, ou dans la médiation,
Donc elles sont ordonnées par le magistrat du parquet ou du siège selon qu'on se situe dans le cadre des alternatives aux poursuites ou dans le cadre du module de la mesure éducative judiciaire. Dans les deux cas, elles donnent lieu à la rédaction d'un rapport qui va faire état de la mise en œuvre, bien sûr, de l'activité de réparation ou de médiation, des effets sur la victime et sur la relation auteur-victime, de la façon dont le jeune s'est investi ou s'est engagé dans la mesure, de l'évolution du mineur, du jeune auteur, donc la façon dont il a compris l'acte commis et ses conséquences, l'évolution de son rapport à la victime et éventuellement les impacts sur son parcours. Et puis ce rapport, il va aussi rendre compte des observations du jeune et des représentants légaux. Pour la justice restaurative, le magistrat, il doit informer auteur et victime de la possibilité d'en bénéficier, mais il n'ordonne pas cette mesure. Les échanges restent confidentiels et ils ne donnent pas lieu à la rédaction d'un rapport, ni au magistrat, ni même au référent chargé du suivi du jeune dans le cadre pénal. La juridiction, elle a néanmoins un rôle dans le contrôle de la mesure. Donc il va vérifier si cette mesure de justice restaurative, elle est conforme aux principes édictés dans la circulaire et aux modalités qui vont être décidées au sein du COPIL local. Ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle de conformité. Et puis, il va vérifier aussi, le magistrat, que si la mesure de justice restaurative interfère ou pas avec la procédure pénale en cours. Donc, il va vérifier, par exemple, qu'il n'y ait pas d'obstacle à la manifestation de la vérité au stade de l'instruction. Donc, par exemple, s'il devait y avoir une confrontation au stade de l'instruction. Il va vérifier aussi l'absence de pression ou de risque d'emprise. Et puis, comme je vous le disais, s'il y a des interdictions de rencontre ou de paraître qui pourraient empêcher la rencontre. Ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle d'opportunité. Donc, sur les consultations des parties, donc, pour réparation et médiation, dans le cadre des alternatives aux poursuites, on va recueillir l'accord des auteurs, des victimes et des représentants légaux s'ils sont mineurs. Dans le cadre du module de la mesure éducative judiciaire, on va être sur un recueil des observations de l'auteur et de ses représentants légaux, et de l'accord de la victime et bien sûr de ses représentants légaux si elle est mineure. Pour la justice restaurative, on est sur un engagement qui est à l'initiative des participants après information, et donc il faut nécessairement recueillir leur consentement écrit et bien sûr celui de leurs représentants légaux si les participants sont mineurs. Le rôle des professionnels. Ils vont être centrés davantage sur l'auteur dans la réparation, prenant évidemment en compte néanmoins les attentes de la victime dans la réparation directe. Et dans la médiation, les professionnels ils vont être centrés sur l'auteur et sur la victime. Concernant la réparation directe et la médiation, les modalités de mise en œuvre, elles permettent d'assurer le caractère sécurisant du cadre pour la victime et pour l'auteur. Donc, si la victime elle est présente à l'audience, le magistrat va pouvoir mesurer directement auprès d'elle l'opportunité de prononcer ce type de mesure. Il va évaluer aussi que le jeune et la victime sont en capacité d'échanger. Pour la réparation directe, il va vérifier s'ils peuvent se mettre d'accord sur le contenu et les modalités de la mise en œuvre de l'activité de réparation. Une fois la médiation ordonnée, il y a des étapes et la posture du professionnel qui la met en œuvre qui vont participer à renforcer ce cadre sécurisant. Donc il y a une formation pour la médiation qui va permettre aux professionnels d'adopter une position d'écoute et d'accompagnement de la victime autant que du jeune auteur. Le professionnel il va également respecter des étapes. Ces étapes elles comprennent des entretiens préparatoires individuels qui vont être préalables au temps de rencontre entre l'auteur et la victime. Et à l'issue, donc, il va réaliser un entretien individuel avec le jeune d'une part, avec la victime d'autre part, pour faire le bilan de la médiation. Concernant la justice restaurative, les professionnels ils sont centrés sur les participants. On parle parfois de multipartialité. On retrouve cette nécessité d'une formation des professionnels, bien sûr, pour sécuriser le cadre de l'intervention. Et par ailleurs, les échanges entre le service qui va exercer la mesure de justice restaurative et la juridiction vont permettre de vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication à ce type de processus. Donc c'est ce que je vous décrivais à l'instant précédent. Les entretiens préparatoires individuels, ils vont être conduits sans limitation dans leur nombre et l'étalement dans le temps, même si on peut entendre que pour des mineurs, il ne faudrait pas non plus que ça s'étale dans trop longtemps. Et ils permettent de respecter, en tout cas, le rythme, les besoins, les capacités et les attentes des participants.
La confidentialité des échanges et l'absence de contrepartie ou d'incidence à l'engagement des participants, elle contribue aussi à l'authenticité des échanges. Le processus, il peut s'interrompre à tout moment à la demande de l'un ou l'autre des participants, ce qu'on a vu dans le petit film, ou si l'animateur considère que la poursuite du processus serait préjudiciable à l'un ou l'autre des participants. Il y a une chose aussi, c'est que dans la justice restaurative, la rencontre n'est pas un aboutissement ou une fin en soi. Certaines personnes peuvent tirer beaucoup de bénéfices aux seuls échanges qui vont être conduits dans le cadre des entretiens préparatoires. Donc on est à la fois dans un dispositif souple, adaptable et sécurisé pour les participants. Donc sur la durée et l'incidence, donc on est sur une durée de 1 an maximum quand la réparation est prononcée dans le cadre du module donc de réparation, et donc la médiation aussi. Prononcée dans le cadre d'une alternative, la durée elle est définie par le parquet. En ce qui concerne leur incidence, l'exécution ou la non-exécution par l'auteur va bien sûr influer sur la décision du magistrat. Par exemple, il peut prononcer un classement sans suite ou au contraire décider d'engager des poursuites. Dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire provisoire, il peut décider de déclarer une réussite éducative. Et dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire, donc après jugement sur la sanction, il peut décider d'une main levée. Pour la justice restaurative, elle est donc sans limite de durée et elle peut être aussi bien mise en œuvre après la période, bien après, voire la période à laquelle les faits ont eu lieu. La gratuité de l'engagement, ça signifie que ni victime ni auteur n'ont à attendre de contrepartie ou d'avantage, par exemple une réduction de peine, à leur participation à un processus restauratif. Ça veut dire aussi qu'à tout moment, l'un ou l'autre peuvent décider d'interrompre leur participation, comme je vous le disais à l'instant, ou que l'animateur peut aussi décider d'arrêter, et que ça ne peut pas leur être reproché non plus dans le cadre de la procédure pénale. Voilà, donc ça c'était présentation comparée de ces 3 mesures ou dispositifs. Je vais maintenant vous parler des travaux qui ont été conduits par le bureau K2 et ses partenaires pour accompagner le déploiement de la justice restaurative à la PJJ. Donc vous savez que la justice restaurative, elle a été créée en France par la loi du 15 août 2014, loi relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. Elle est inscrite donc dans l'article 10-1 du CPP, on l'a déjà dit. Cette loi, elle ne cite pas expressément les mineurs, mais l'AJR faisant appel à des valeurs d'éducabilité particulièrement intéressantes pour notre public, il était intéressant que la DPJJ s'en empare. Et c'est pour cette raison qu'on a contribué avec les autres directions du ministère de la Justice à la rédaction de la circulaire ministérielle de mise en œuvre de la justice restaurative qui a été publiée le 15 mars 2017. Donc cette circulaire, elle pose les principes qui conduisent la justice restaurative en France, reconnaissance des faits, engagement volontaire et gratuit, autonomie de la mesure à l'égard de la procédure, confidentialité des échanges, neutralité des professionnels. Elle précise également les modalités de sa mise en œuvre, donc à tous les stades de la procédure et pour tous les types d'infractions, formation des professionnels et exercice du contrôle des magistrats. En 2017, quelques services avaient développé une première expérience de ce type de pratique, généralement à travers une démarche de recherche-action, donc comme vous avez pu nous l'expliquer tout à l'heure. Et puis, certains services aussi avaient initié des actions de sensibilisation des jeunes dans le cadre de stages de citoyenneté. À la suite de la publication de la circulaire, donc, la directrice souhaitait que soit rédigé un document méthodologique qui permettent d'adapter la mise en œuvre de la justice restaurative aux spécificités du public PJJ. Alors, ces spécificités, c'est bien sûr son statut de minorité, son degré de maturité et ses capacités de discernement, et puis un suivi des auteurs qui s'exerçait à l'époque principalement au stade présententiel. À l'époque, il y avait 2 questions qui se posaient concernant la mise en œuvre de cette mesure auprès des mineurs. Est-ce qu'elles peuvent s'appliquer, la justice restaurative, à tous les types d'infractions et à tous les stades de procédure? Et est-ce qu'elles peuvent être mises en œuvre par des professionnels de la PJJ et du SAH sans mettre en échec le principe de neutralité? Alors pour répondre à ces questions, on a constitué un groupe de travail qui a réuni d'une part des professionnels de la PJJ déjà sensibilisés à la justice restaurative ou ayant déjà développé une pratique,
ainsi que l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, des fédérations, dont la CNAP et Citoyens et Justice, des magistrats, et puis les principaux organismes de formation, IFJR, ARCA, etc. Il s'agissait donc de répondre aux interrogations suivantes: quel type de service réalise les mesures, quel champ d'implication, comment on pense la relation auteur-victime, quelle place on laisse aux parents, comment on peut impliquer les magistrats. Donc ces groupes de travail, ils ont permis de souligner l'intérêt des professionnels pour la justice restaurative, mais également les attentes, les écarts et aussi les résistances que pourrait rencontrer cette nouvelle pratique. Donc sur la base de ces travaux, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a lancé une démarche d'expérimentation dans chaque interrégion pour accompagner l'appropriation de cette nouvelle pratique. Il s'agissait aussi de vérifier la faisabilité et la viabilité des préconisations qu'on avait pu porter dans le cadre du groupe de travail, et puis d'élaborer une méthodologie globale de mise en œuvre à la PJJ. Donc les projets expérimentaux, ils ont fait l'objet d'un pilotage territorial et d'un suivi national dans le cadre d'un COPIL qui était composé des mêmes professionnels que ceux qui avaient contribué au groupe de travail, avec un système de mentorat entre membres du COPIL et services expérimentateurs qui a permis d'aller plus loin dans les échanges et dans les échanges de pratiques. Donc, sur les expérimentations nationales, donc vous voyez dans les slides les différents services qui s'étaient engagés. Donc 10 services qui avaient été retenus, majoritairement avec des projets co-construits et co-animés entre services de la PJJ et services associatifs. Pour 3 d'entre eux, donc c'est un service du secteur associatif qui était vraiment opérateur de la mise en œuvre des mesures, qui les animait. Les services de la DT-PJJ, donc que ce soit les STEMO ou éventuellement les établissements, étaient chargés d'informer et d'orienter les jeunes vers les dispositifs. Donc, au moment de la construction des projets, les différents services ont eu plutôt tendance à circonscrire le cadre de leur expérimentation en ciblant spécifiquement telle infraction ou au contraire en écartant telle autre infraction, en choisissant d'agir à tel stade de la procédure ou à tel autre. Et puis finalement, assez rapidement, déjà avec les apports de la formation et puis aussi pour favoriser les orientations, ils ont ensuite tous ouvert plus largement leur dispositif restauratif. Donc, les services, ils sont davantage allés sur la médiation directe victime-auteur du même fait. Certains ont voulu expérimenter aussi un peu sur le modèle de ce qu'il y avait possible de se faire avec les majeurs, donc des rencontres groupales auteurs-victimes, et aucun n'a expérimenté, mais ne l'avait exclu, la possibilité de mettre en place des conférences de groupe familiales, donc incluant davantage la participation des parents ou d'autres personnes ressources. Juste un petit mot sur les rencontres groupales, auteurs-victimes, elles se sont avérées particulièrement difficiles à mettre en place avec des mineurs. Alors, du fait de la temporalité de leur suivi, de leur mobilité, le temps court passé en détention, leur mobilité à la fois dans les lieux de placement ou dans le service de milieu ouvert. Et puis, il a été aussi très difficile de convaincre et mobiliser un nombre suffisant de victimes pour constituer un groupe. Donc les services qui avaient priorisé ce type de processus se sont plutôt réorientés ensuite vers des médiations directes. Alors sur le temps de la mise en œuvre du dispositif expérimental, la première année, elle a été consacrée principalement à la mise en œuvre des dispositifs avec un niveau d'avancement très variable entre les porteurs de projets selon qu'ils avaient pu bénéficier avant l'expérimentation d'une formation ou qu'ils ont dû attendre de pouvoir disposer de cette formation dans le cadre de la période d'expérimentation. Ça a beaucoup été aussi la question du degré de mobilisation partenariale, puisque pour certains, autant les partenaires étaient très mobilisés, partie prenante, avec parfois des juridictions extrêmement sensibles à la justice restaurative, et puis pour d'autres, il a fallu davantage faire un travail de pédagogie pour expliquer, mobiliser ou rassurer sur la démarche de justice restaurative et l'intérêt d'informer et orienter les publics. Donc les professionnels des groupes projets, ils ont aussi bien sûr passé beaucoup de temps à la formalisation de leurs projets, à rédiger des conventions de partenariat, des cahiers des charges et puis tous les documents afférents à la mise en place des dispositifs. De fait, à l'issue de l'année 2019,
pour beaucoup de services, le nombre de jeunes orientés était trop faible pour permettre de se faire une idée précise des impacts de la justice restaurative et valider donc le principe de sa généralisation. Et c'est ce constat qui avait amené la DPJJ à prolonger l'expérimentation d'une année pour permettre aux services d'avancer dans le déploiement de leur dispositif et éventuellement d'orienter un plus grand nombre de jeunes. Cette deuxième année d'expérimentation, vous en doutez, elle a été très fortement impactée par la crise sanitaire, qui a nécessité de suspendre les temps dédiés aux travaux d'élaboration, les formations, les entretiens avec les jeunes. Certaines associations de victimes, notamment, avaient parfois totalement suspendu leur activité. Et puis ensuite, l'activité législative intense de la PJJ a nécessité que les services se réorientent sur le Code de justice pénale des mineurs et puis aussi sur la mise en œuvre du bloc peine de la LPJ. Donc tout ça a un peu freiné l'impulsion qui était souhaitée pour la justice restaurative. Donc néanmoins, on peut retenir quelques points principaux. Donc la justice restaurative, elle permet un travail de mise en mots autour de l'acte, des sentiments, des ressentis, des besoins des victimes comme des auteurs. Elle valorise les compétences psychosociales des mineurs. Les jeunes auteurs, ça c'est les retours d'expérience qu'on en a eu, ne sont pas découragés par les différentes étapes du dispositif. Ils comprennent qu'une préparation est nécessaire. Ils sont très sensibles à l'absence d'obligation, au fait que ce soit leur choix de s'engager ou pas. Ils se projettent assez vite dans la rencontre avec la victime, avec la volonté de lui apporter des réponses s'ils le peuvent et d'entendre ce qu'elle a à leur dire. Les témoignages recueillis montrent qu'ils sont en capacité d'envisager la souffrance de l'autre, de se préoccuper de la victime, qui va être confrontée à d'autres auteurs. Alors ça, c'est des témoignages dans le cadre de groupes auteurs-victimes. Concernant la gratuité de leur démarche, le premier constat, c'est que les jeunes ne sont pas dans des calculs d'intérêt, qu'ils évoquent facilement leur situation de mal-être. Je ne dors pas, je ne mange pas. Situation de mal-être auquel la justice restaurative peut justement apporter un apaisement. Pour les auteurs, c'est aussi l'occasion d'assumer leur acte, à la fois en s'exposant au regard de la victime et en se donnant les moyens de porter un regard sur eux-mêmes. Pour les professionnels, les savoir-faire et savoir-être qu'ils ont développés en animant les mesures de justice restaurative, elles ont ensuite innervé l'ensemble de leurs pratiques, avec par exemple des entretiens qui se sont faits moins directifs, avec une plus grande écoute du rythme et des possibilités de chacun. Ça leur a permis aussi une meilleure prise en compte de la place des émotions, de porter un autre regard sur l'acte, sur la manière dont on en parle. Ils ont développé une approche globale de la relation auteur-victime qui prend en compte les conséquences de la commission de l'infraction pour chacun. La mise en œuvre des processus restauratifs, elle leur a offert également aux professionnels une opportunité de dépasser les méconnaissances qui subsistent parfois entre services travaillant auprès des auteurs, notamment adolescents, et ceux intervenant auprès des victimes. Donc, ils ont appris à se connaître et à se faire confiance, notamment à l'occasion des formations communes ou à l'occasion du déploiement de leurs projets communs sur les territoires. Et ils ont ainsi modifié leur représentation sur les publics. Donc, représentation des services d'aide aux victimes sur le public adolescent et des services travaillant avec des adolescents auteurs sur les victimes. Et cette démarche, il me semble que c'est un premier pas essentiel pour des échanges ou une rencontre réussie entre auteurs et victimes d'infractions. Donc, malgré les aléas et les contraintes subies sur ces 2 années d'expérimentation, cette période elle a permis d'identifier les freins et les leviers de la généralisation. Donc, je ne reviendrai pas sur tous les freins et tous les leviers parce que le temps nous est trop court, mais on peut évoquer la question de la sensibilisation des acteurs. Et donc, je mets aussi dans ce paquet-là les professionnels. Donc, cette sensibilisation, elle passe par l'organisation de journées thématiques, comme celle qui est organisée aujourd'hui, par la désignation de référents justice restaurative sur les territoires, par la mutualisation des pratiques à travers la constitution de groupes ressources, groupes réseaux sur les territoires. Ça peut passer aussi par le témoignage direct de professionnels dans les services et établissements pour mieux sensibiliser leurs collègues. Il y a un deuxième levier essentiel, c'est l'information des publics, donc public auteur et public victime, qui doit être plus systématique, notamment lorsqu'il existe sur les territoires des 2 dispositifs qui permettent la mise en œuvre d'une proposition restaurative. Donc pour les auteurs, ça peut être une information lors du premier entretien, puis ultérieurement au cours du suivi, une inscription de la justice restaurative dans le livret d'accueil,
une information collective à l'occasion de différents types de mesures européennes, des démarches d'affichage dans les services, la mise à disposition de plaquettes d'information, et puis aussi à l'occasion des journées portes ouvertes PJJ, l'occasion d'informer les partenaires et les publics. Alors l'inscription de la justice restaurative dans la partie introductive du CJPN, elle ouvre désormais le principe de sa généralisation près du public mineur et la possibilité pour les services d'engager de nouveaux projets. Cette généralisation va se faire progressivement, notamment avec l'appui des budgets qui ont été alloués à la justice de proximité. Actuellement, chaque direction interrégionale a au moins un service du secteur public ou du secteur associatif qui a participé à l'expérimentation de la justice restaurative et qui peut poursuivre à partir de cette première expérience. D'autres services ou territoires projettent aussi de développer de nouveaux projets de justice restaurative. Donc actuellement, ces projets, ils sont à peu près de l'ordre d'une trentaine. Ils se construisent ou se construiront en partenariat avec des services de réparation pénale, avec les services de l'administration pénitentiaire, ou très souvent directement avec des associations d'aide aux victimes. Il faut aussi que tous ces projets impliquent les juridictions de leur ressort, et également les barreaux, à travers la signature de conventions de partenariat et la mise en place de comités de pilotage dans lesquels les magistrats du siège et du parquet ont évidemment un rôle à jouer. Actuellement, donc, je vous l'ai dit, les processus restauratifs mis en œuvre avec le public mineur, il s'agit essentiellement de médiation restaurative, qui peuvent concerner tout type de faits et être proposés à tous les stades de la procédure, voire hors procédure judiciaire, pourquoi pas. Cependant, parmi les nouveaux projets dont on a été informé, on sait que certains envisagent d'autres formes de processus, tels que les cercles de soutien et de réintégration ou les conférences familiales. Par exemple, un cercle peut regrouper autour de l'auteur et avec ou parfois sans la présence de la victime, les parents, les proches, les professionnels qui connaissent le jeune, dans le cadre scolaire, sportif, des membres de la communauté, des médiateurs. Et dans ce cas-là, la parole circule avec un bâton de parole, chacun étant amené à poser ses questions, exprimer ses émotions, ses propositions pour faire évoluer la situation. Alors, le guide de la justice restaurative pour les mineurs. Donc, c'est une démarche qui a été engagée par le bureau K2 pour accompagner l'appropriation des professionnels et la mise en place des différents dispositifs. Donc, ce guide, il est bien sûr le fruit des travaux que je viens de décliner et qui ont été conduits entre 2017 et 2021. Il complète le guide méthodologique qui a été publié par le Comité national de justice restaurative l'an dernier, en novembre 2020, et auquel on avait également largement contribué. Donc il vise à répondre aux interrogations des professionnels sur le sens de la justice restaurative, sur son intérêt pour un public mineur, sa valeur ajoutée dans les pratiques professionnelles. Il vise à proposer un cadre de référence méthodologique et pratique aux services qui souhaitent mettre en œuvre des mesures de justice restaurative, à appréhender progressivement la construction de programmes restauratifs en précisant le rôle de chacun et les articulations nécessaires, et à proposer des documents types à valeur nationale qui s'inspirent des documents construits par les services au cours de cette période. Je ne sais pas si je dispose encore de combien de temps. Ça veut dire que je dispose tout le temps. En fait. Okay. Donc je vais passer le slide suivant qui détaille en précisant le guide, on va passer dessus. Et puis je vais vous faire rapidement un petit topo sur l'évaluation. Donc pourquoi est-ce qu'il est important d'évaluer? Donc évaluer les dispositifs, ça permet aux professionnels de mettre en exergue les points de difficulté, les leviers et les pistes d'amélioration pour faire évoluer leurs pratiques et les adapter aux besoins des participants. L'évaluation de chaque mesure, elle permet aussi de mesurer les écarts entre les attentes des participants au début du processus et la satisfaction de celle-ci à son issue. Elle permet aux participants de porter un regard sur leur propre cheminement. Et les données recueillies dans le cadre des évaluations, elles permettent également d'abonder les travaux de recherche sur les effets de la justice restaurative et de justifier la poursuite de son déploiement, notamment par la mise à disposition de moyens dédiés. Donc, qui évalue? Les modalités d'évaluation, elles doivent être donc prévues dans le cahier des charges et les conventions signées par les acteurs locaux. L'évaluation, elle est réalisée bien sûr par les animateurs de justice restaurative au cours des différentes étapes, donc soit via le renseignement du logiciel parcours pour lequel des indicateurs d'évaluation sont prévus, soit et également
par l'utilisation de questionnaires ou grilles d'évaluation qui vont être remplis par le soin et ou soumis aux participants. Ils vont donc être ensuite compilés et transmis aux copiles locaux de justice restaurative qui vont pouvoir en faire une analyse, une synthèse et les transmettre au niveau de la DPJJ pour qu'au niveau de la DPJJ, on soit aussi en capacité de faire une évaluation nationale des dispositifs, ce qui est extrêmement important puisque ça nous permet aussi à la fois d'abonder les travaux de recherche, mais aussi de pouvoir transmettre des éléments d'information au niveau national et international. Donc les indicateurs, donc on va avoir des indicateurs objectifs, je vais passer assez vite. Les indicateurs objectifs, c'est est-ce que le jeune a reçu une information générale, si oui, dans quel cadre, est-ce qu'il s'est engagé dans une démarche restaurative, combien de processus, etc. On va s'intéresser aussi à des indicateurs subjectifs, donc là, ça va être via l'utilisation de questionnaires utilisés avec les participants qui doivent être donc d'un usage simple et accessible, donc échelle des émotions, émoticônes, réponse à choix multiples, avec des questionnaires qui peuvent être organisés en plusieurs séquences, donc soit après la première phase d'information, après quelques entretiens ou à l'issue, voire quelques mois à la fin du processus. Ça permet vraiment d'évaluer la progression des émotions, de mesurer les impacts sur le bien-être des participants et leur parcours de vie. L'évaluation, elle peut aussi s'intéresser aux impacts sur la pratique professionnelle, par exemple, nombre de professionnels sensibilisés, nombre de professionnels formés, et quel impact sur l'évolution de leur technique d'entretien, leur approche de la victime, l'enrichissement et la qualité du travail partenarial, etc. Voilà, donc je vais... dernier slide. Donc, pour poursuivre sur l'accompagnement du déploiement de la justice restaurative, puisque nous ne sommes plus dans le cadre des expérimentations, donc nous souhaitons réunir à partir de 2022 un copil biannuel qui réunira au niveau des directions interrégionales des professionnels de la PJJ et du secteur, donc des fédérations et de l'ENPJJ. Donc ce copil il aura vocation à accompagner les territoires dans le déploiement de leurs projets, à identifier les freins, les leviers, les bonnes pratiques, à vérifier la nécessaire adaptation des outils et puis à favoriser une évaluation nationale, quantitative et si possible qualitative. Voilà, j'en ai terminé et puis s'il nous reste quand même quelques minutes, ce serait vraiment bien de pouvoir regarder ce petit film qui a été donc tourné par le service de la communication du ministère de la Justice l'an dernier et qui donc sont les témoignages de professionnels du STEMO de Thionville et du service de réparation pénale de l'AAESMO. Voilà, je pense qu'ils viendront bien illustrer mes propos. Merci à tous.